Situation difficile pour l'Ukraine à Pokrovsk, où ils font maintenant appel à ce qu'ils appellent des forces spéciales pour tenter de tenir la ville. Alors que même The Guardian rapporte que les troupes russes avancent de manière en tenaille, comme ils le disent, avec des centaines, voire des milliers de soldats russes qui brisent les lignes. Eh bien, tout d'abord, je dois dire que je suis actuellement aux États-Unis, mais même lorsque je me rends en Russie, je suis à Moscou. Je suis pas sur les lignes de front. Donc, vous savez, vous êtes un... Ray fait partie de ceux qui ont toujours affirmé que la meilleure façon d'apprendre à connaître un dirigeant ou une nation, c'est de les écouter sur la durée. Des schémas se dessinent, des schémas de comportement, la manière dont les dirigeants s'adressent aux gens. Ment-il? Quand ment-il? Comment ment-il? J'ai appliqué cela à Vladimir Poutine. Je ne vais pas prétendre qu'il est parfait, mais quand Poutine s'adresse au peuple russe, il est honnête. C'est ce que j'ai constaté. Il ne leur ment pas ouvertement. Est-il capable, vous savez, d'adoucir un message ou un coup, ou de trop insister sur un point? Bien sûr. Tous les politiciens font cela. Mais il ne ment pas ouvertement au peuple russe. Ainsi, lorsque Vladimir Poutine, comprenez aussi que lorsque Gerasimov, le chef d'état-major des forces armées, le commandant en chef des forces armées russes, fait une présentation au président, cette présentation a probablement été rédigée à l'avance, une copie, envoyée à l'administration présidentielle et examinée. Le président est informé au préalable de ces points, donc rien ne peut le prendre par surprise. Ainsi, lorsque Poutine est allé à cette réunion avec Gerasimov, et que Gerasimov lui a présenté les rapports indiquant que Kupiansk était effectivement encerclé, Pokrovsk effectivement encerclé, et 31 bataillons de troupes ukrainiennes effectivement encerclés et désormais voués à l'élimination. Vous savez, Poutine a repris cela, l'a soutenu et l'a adopté. Ce sont de grandes déclarations à faire, et franchement, elles pourraient être facilement réfutées si elles n'étaient pas vraies. Donc j'ai tendance à croire les Russes, car tout au long de ce conflit, ils ont été bien plus honnêtes et transparents que les Ukrainiens, qui ont été, vous savez, soumis à la propagande depuis le tout début. Les Ukrainiens se battent très durement, cela ne fait aucun doute, mais leur guerre passe par un filtre de guerre de l'information dirigé à l'Ibernik et les États-Unis. Kupiansk est encerclé. Les Ukrainiens en ce moment tentent désespérément de percer et de s'échapper, et ils sont massacrés par les Russes. Pokrovsk est pratiquement encerclé. Les Russes nettoient la poche. Les Ukrainiens ont été contraints de se livrer à cet exercice de propagande où, selon moi, 2 appareils UH-60 ont volé à très basse altitude et ont déposé environ 11 opérateurs des forces spéciales qui devaient nettoyer quelques villages. Ouvrir la voie et permettre la réussite de la contre-attaque. L'insertion a été surveillée par des drones russes qui ont ensuite documenté comment ils ont tué chacun de ces hommes. Et pourtant, les gros titres occidentaux montrent cela, parce que c'est ce que font les Britanniques. Les Britanniques ont planifié cette opération pour qu'elle soit un grand coup d'image. Des hélicoptères pénétrant les lignes russes, des Russes apparemment sans défense antiaérienne, et ces courageux membres des forces spéciales. Ah, c'est Boudanov, le chef, il est là, au front, en train de diriger l'opération. Et il montre une photo de lui marchant courageusement en avant, dirigeant les troupes. Il s'avère cependant que cette photo a été prise à 100 km de là, dans la ville de Pavlograd, car des gens ont examiné le bâtiment, remarqué certains éléments identifiables et l'ont associé à l'endroit réel où la photo a été prise. Tout est faux. Je veux dire, tout est faux, sauf les Ukrainiens morts. Et c'est ce qui se passe ici. Mais la chose la plus importante que la plupart des gens ne remarquent pas, c'est que tout au long de la ligne,
il y a au moins une cinquantaine d'encerclements similaires qui se produisent à plus petite échelle. C'est ainsi que le champ de bataille a évolué, avec les Russes, avec les Ukrainiens choisissant un point où ils tiennent bon et disant « c'est ici que nous combattons ». Et pour tous ceux qui avancent centimètre par centimètre, vous savez bien que depuis 2014, les Ukrainiens ont transformé cette zone de Donetsk en la portion de terre la plus fortifiée de la planète. Je veux dire, ils se sont retranchés, tout ça. Il n'existe aucune armée au monde, sans recourir aux armes nucléaires, capable de faire ce que les Russes font en ce moment. D'accord? Demandez aux Israéliens quand ils affrontent les défenses du Hezbollah dans le sud du Liban, lorsqu'ils montent dans les collines et que les combattants du Hezbollah sortent pour leur donner du fil à retordre. C'est ce genre de combat qui se déroule. Et l'armée israélienne, la fameuse armée israélienne, s'est arrêtée à la première colline. Très bien. Les Russes, eux, ont réellement combattu à travers ces villes et les Ukrainiens s'y retranchent. Ils placent des otages civils dans les sous-sols, rendant impossible pour les Russes de simplement raser les bâtiments. Les Russes doivent donc entrer, évacuer les civils, puis lancer l'assaut. Regardez la bataille de Mariupol et ce qui s'y est réellement passé avec les combattants d'Azov qui ont massacré des civils. C'est ce que font les Russes, et ils sont en train de gagner. Mais à présent, les Russes ont atteint le point où ils ont acquis la domination sur l'ensemble du champ de bataille. Les Ukrainiens sont encore là en grand nombre. Ils se battent, mais les Russes les amènent à se regrouper sur un point fort, puis effectuent une manœuvre d'encerclement. Les Ukrainiens ont alors le choix de se replier vers la prochaine position fortifiée qu'ils ont préparée à l'arrière. Et les Russes avancent, ou de tenir leur position et de mourir. C'est pour cela que les Ukrainiens perdent entre 2500 et 3000 hommes par jour. 2500 à 3000 hommes par jour. Ce sont des chiffres réels, les amis. Et nous, en Occident, faisons simplement comme si cela n'arrivait pas. Ou bien, nous faisons ce que les Britanniques ont dit de faire, inverser la situation. Prendre les chiffres ukrainiens et dire « c'est ce que nous faisons aux Russes ». Mais ça n'arrivera pas, les gars. Les Russes ne mènent pas les attaques en vagues humaines que vous imaginez. Dans tout cela, les Ukrainiens ne font que diffuser une propagande grossière. Je suis allé en Russie, j'ai parlé aux dirigeants. Écoutez, je ne suis pas le meilleur interrogateur du monde, mais j'ai passé 7 ans à amener les gens à me dire la vérité. Je sais quand quelqu'un ment, je peux le sentir. Et je sais quand les gens sont mal à l'aise. Je fais ça depuis longtemps. Quand je regarde les Russes dans les yeux, je vois des hommes honnêtes me répondre. Leurs réponses sont très directes, parce que j'obtiens des réactions franches des gens, sur les pertes, sur la difficulté du combat, sur les problèmes logistiques. Les Russes ne disent pas que c'est facile. Chaque Russe à qui j'ai parlé m'a dit que c'est la chose la plus difficile au monde. Ces enfoirés d'Ukrainiens livrent un sacré combat, mais nous gagnons, nous les battons, et je les crois. Je regarde les Ukrainiens, ce sont juste des menteurs purs et simples. C'est un exercice de propagande sans précédent. Et l'histoire le montrera ainsi. Elle le montrera ainsi. C'est une tragédie ce qui se passe en ce moment. Mais vous savez, Donald Trump a essentiellement dit que nous allions les laisser se battre entre eux. L'Europe va continuer à fournir autant de soutien financier et matériel que possible. Et le résultat final, c'est que les Russes tueront tous les Ukrainiens nécessaires pour que cette guerre prenne fin. Et c'est une tragédie. Cela signifie que des centaines de milliers d'Ukrainiens vont mourir parce que Donald Trump n'a pas le courage de dire à l'Europe de se retirer et de dire aux Ukrainiens que c'est fini. Poutine apparaît en tenue de combat et il est informé par Gerasimov et l'état-major général. La première chose qu'il dit, c'est « Écoutez, nous avons ces chaudrons où nous avons encerclé des troupes ukrainiennes.
5 000 ici, 5 500 là. Nous ne voulons pas les tuer. Je sais que certains d'entre vous le souhaitent, mais nous voulons leur offrir le statut de prisonniers de guerre. Voici donc ma proposition. Nous sommes prêts à les encourager à se rendre. Et nous voulons laisser entrer des journalistes occidentaux, ainsi que d'autres, là-bas, si les Ukrainiens le permettent, pendant seulement 5, 6, 7 heures, juste pour voir que c'est réel, que c'est bien un chaudron et que nous ne voulons pas tuer ces gens. Que s'est-il passé? Eh bien, les Ukrainiens, bien sûr, ont refusé. Alors, pourquoi Poutine a-t-il fait cela? Eh bien, premièrement, c'était un formidable coup de propagande politique, si l'on veut. Mais deuxièmement, c'est une question humaine. Ces types n'ont pas besoin d'être tués. Ils pourraient être utilisés de manière productive dans l'économie ukrainienne s'ils ne sont pas tués, d'accord? Il est logique de ne pas tuer des gens si ce n'est pas nécessaire. C'était le premier point. Maintenant, deuxièmement, il dit au fait, informe-moi sur ce Borovetsnik. Parle-moi de ça. Et puis, Gerasimov et les autres, tout cela est bien sûr scénarisé. Mais il dit, jusqu'où cet engin a-t-il volé? Oh, 14 000 kilomètres, commandant en chef. Ah, et combien de temps est-il resté là-haut? Des heures et des heures. D'accord? Donc tout cela a été mis en scène. Maintenant, pourquoi mise en scène? Eh bien, pour que ces Russes disent « Regardez, vous n'allez pas assez vite, Monsieur Poutine. » Et je pense que ce sont tous des Russes qui disent ça, d'accord? Tu ne vas pas assez vite, nous allons gagner ce fichu truc. Et Poutine dit « Regardez, nous avons la situation en main ici. Nous avons encerclé toutes ces troupes. Nous espérons ne pas avoir à les tuer, mais si c'est nécessaire, nous le ferons. Et en plus, nous avons ces armes magiques. » Alors, quelle est la conclusion ici? Eh bien, la conclusion, c'est que Scott a raison. Ce type dit la vérité. Et c'est le politicien le plus perspicace, le plus adroit que j'ai jamais observé. Et j'ai de l'expérience, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire que je n'aime pas chez Poutine? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose. La photo de lui accueillant Jolani, le coupeur de tête venu de Syrie. Oh mon Dieu, dit McGovern, est-ce que tu dois vraiment faire ça, pour l'amour du ciel? Oh, il est à la Maison-Blanche aujourd'hui. Je me dis, oh, eh bien je suppose que la politique reste la politique. Il faut tendre la main aux nouveaux dirigeants de la Syrie. Mais en dehors de cela, vous savez, à mon avis, nous avons une sacrée chance d'avoir Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Et nous devrions en prendre conscience, et vous savez, être assez habile pour accepter ces conditions. Car en fin de compte, et c'est le grand contexte, il a gagné la guerre, et il est prêt, je pense, à faire des concessions qui permettraient à Trump de prétendre qu'il s'agissait d'une fin négociée, que Trump a obtenu quelque chose pour l'Europe grâce à cela. Je pense que c'est possible si Trump a un minimum de bon sens. Le grain de sable, soyons honnêtes, c'est Trump, pas Poutine. Je ne suis jamais allé en Russie. Je sais que vous y êtes allé de nombreuses fois. J'ai reçu des invités dans l'émission qui y sont allés plusieurs fois, et ils disent, vous savez, les deux choses, n'est-ce pas? Certains Russes pensent que cela avance trop lentement, et d'autres comprennent exactement ce que Ray a dit. Quelle est, selon vous, l'évaluation de l'approche actuelle, étant donné que la Russie dispose d'un avantage aussi écrasant? Qu'est-ce qui empêche la Russie de simplement régler la situation? Nettoyer tout ça, et c'est terminé. Qu'est-ce qui l'en empêche? La réalité. Vous savez, tout d'abord, je m'offusque de voir quelqu'un, bon, inutile d'y revenir, mais Gilbert Doctorow prétend qu'il y a aujourd'hui en Russie des gens mécontents de Vladimir Poutine, que ce sont des personnes très très importantes, et que Poutine ferait bien de se méfier, car ces gens pourraient réellement agir. Et puis comme Gilbert Doctorow pourrait toucher de l'argent du MI6, son message est aussitôt repris par le Telegraph, qui affirme que Poutine a peur d'un coup d'État préparé à Londres par Mikhail Khodorkovsky.
Tu sais, il travaille avec les hommes d'affaires en exil pour faire ci, ça et autre chose. C'est n'importe quoi. Je suis allé en Russie. Je te le dis franchement, les gens qui n'aimaient pas Poutine sont partis. Quand la guerre a commencé, des centaines de milliers d'entre eux ont fui. Et tu sais ce que les Russes ont dit à leur sujet? Bon débarras. Et tu sais ce que la plupart de ces gens font maintenant? Ils veulent rentrer parce qu'ils se sont rendus compte que la Russie est en train de gagner et que ce n'était pas aussi terrible qu'ils le pensaient. Ils sont venus en Occident et se sont dit, mon Dieu, c'est pire que ce qu'on imaginait. Mais il reste encore une poignée de gens là-bas. C'est comme essayer de comprendre la réalité de l'Iran à la base en parlant à la diaspora iranienne de Los Angeles qui a fui le Shah en 1969. D'accord? Ils ne savent rien de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Et Gilbert Doctorow ne sait absolument rien de ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de la Russie. Ce que je sais, c'est ceci. Vladimir Poutine a remporté la dernière élection haut la main en temps de guerre, alors que la Russie ne gagnait pas encore aussi nettement qu'elle le fait maintenant. Et le peuple russe a envoyé un message, « Nous te faisons confiance pour mener la tâche à bien, sans limite de temps. » Le peuple russe n'a pas dit, « Il faut que ce soit terminé d'ici novembre. Il faut que ce soit terminé pour telle date. » Le peuple russe a dit, « Tu gères, patron, termine le travail. » Et ce que Poutine a toujours dit, c'est « Nous terminerons le travail à nos conditions et il n'y a pas d'échéance fixée. Nous irons jusqu'au bout. Nous sommes une organisation axée sur les résultats, pas sur le calendrier. » Malheureusement pour nous, en Occident, nous sommes tous dépendants du calendrier. Trump fixe des délais artificiels. Tout le monde fixe des délais artificiels. Et les Russes disent simplement « Non, nous n'acceptons pas cela. Nous irons jusqu'au bout. » Et le peuple russe soutient ce président. Maintenant, y a-t-il des gens qui voudraient des actions encore plus dures? Bien sûr, ils existent, mais ils sont minoritaires. La majorité des Russes font confiance au président pour faire ce qu'il faut. Ce qui signifie qu'il ne faut pas surexploiter son armée. Vous savez, rappelons que les Ukrainiens en sont à leur 5e ou 6e mobilisation. Je veux dire, je ne sais pas, ils ont des centaines de milliers d'hommes en uniforme. Ils en perdent quelques milliers par jour, mais ils en ont encore beaucoup, et ils sont là à cogner des têtes et à embarquer des gens de force. Les Russes, eux, n'ont fait qu'une seule mobilisation, 300 000 à l'automne 2022. Depuis, leur armée fonctionne uniquement sur la base du volontariat. Les personnes déployées dans l'opération militaire spéciale signent un contrat, comme nous le faisons. Ils les appellent des soldats sous contrat. Nous les appelons des volontaires. Mais que fait toute personne qui s'engage aujourd'hui dans l'armée? Elle signe un contrat avec l'armée. C'est le même concept. Ainsi, ils peuvent recruter des gens en temps de guerre pour combattre. Combien de troupes la Russie avait-elle déployées dans la région? Un peu moins de 800 000. Donc en gros, c'est une situation d'1 pour 1 entre les Russes et les Ukrainiens sur la ligne de front. Si vous étudiez la guerre, vous savez que pour mener des opérations offensives efficaces, il faut un avantage de 3 contre 1. Et si vous attaquez une position fortement fortifiée, c'est 5 contre 1. Et vous allez perdre beaucoup d'hommes. Eh bien, les Russes ne perdent pas beaucoup d'hommes en comparaison. Ils attaquent certaines des positions les plus fortifiées au monde, et ils battent l'ennemi à un ratio d'1 pour 1. Le ratio de perte est de 12 pour 1, 15 pour 1 dans certains cas. Certains disent même 36 à 39 pour 1. Je pense que c'est peut-être un peu exagéré, mais au final, normalement on s'attendrait à un ratio de 3 pour 1. C'est-à-dire 3 Russes pour un Ukrainien dans une situation d'assaut. Ici, nous avons les Russes qui attaquent l'espace le plus défendu au monde, et leur ratio de perte est de 12 pour 1, 15 pour 1, voire 20 pour 1.
Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de gagner, parce qu'ils le font à leur manière, avec leur algorithme. Et c'est une guerre d'usure. Leur objectif est de tuer le plus d'Ukrainiens possible, et ils y sont parvenus. Les Ukrainiens manquent de main-d'œuvre. La Russie, elle, n'en manque pas. Les Ukrainiens doivent faire venir des armes que l'OTAN ne possède plus. La Russie a en réalité vidé l'arsenal de l'OTAN. Mais les Allemands viennent de donner aux Ukrainiens 2 ou 3 batteries patriotes supplémentaires. Elles auront disparu d'ici la fin du mois, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Cette guerre est terminée. Quand est-ce que ce sera fini, Scott? Tu avais dit 3 semaines. D'abord, je n'ai pas dit 3 semaines. J'ai dit environ 1 mois. Cela s'est avéré faux, car je pensais que la Russie allait entrer en guerre. La Russie n'est pas en guerre, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il s'agit d'une opération militaire spéciale. Si c'était une guerre, la Russie se mobiliserait. Oh, et le plus grand cadeau que nous ayons fait à la Russie, c'est de la forcer à se mobiliser, alors qu'elle ne le voulait pas. Puis de découvrir qu'environ 60% de ces installations de mobilisation étaient dirigées par des individus corrompus qui ne les avaient pas correctement approvisionnés. Et qu'ont fait les Russes? Ils ont tout réparé. Donc aujourd'hui, souvenez-vous, l'OTAN voulait faire la guerre à la Russie. Si la Russie disait « Très bien, nous allons nous mobiliser », elle pourrait lever 5 millions d'hommes en 1 mois et demi. Entièrement équipés, entièrement armés, organisés en divisions et en corps, désormais dotés d'une doctrine opérationnelle qui reflète la réalité militaire. Et ils avanceront sur le territoire de l'OTAN. Vous savez que fera l'OTAN? Elle ne peut pas. Je vous l'ai dit, les Allemands sont trop occupés, vous savez, à se pisser dessus et à manger des beignets, des schnitzels et des bretzels. Ils ne veulent pas se battre. Les Russes non plus ne veulent pas se battre. Mais la Russie est aujourd'hui plus préparée à la guerre qu'elle ne l'a jamais été, grâce à ce que l'Occident a fait ici. La Russie ne se contente pas de battre l'Ukraine. La Russie bat l'Occident collectif. La Russie surpasse les pays de l'OTAN en termes d'industrie de défense, dans un rapport de 4 pour 1. La Russie n'est qu'une station-service avec des armes nucléaires. C'est une sacrée bonne station-service. Ils ont un super magasin, parce qu'ils ont tout ce qu'on peut vouloir, et même plus. Mais l'autre chose que je dirais aux gens, c'est qu'en est-il des sanctions? Qu'en est-il de ceci, de cela et du reste? Si la Russie est une station-service, alors c'est la meilleure foutue station-service du monde, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Demandez aux Saoudiens. Chaque fois qu'ils ont essayé de provoquer une petite crise de sécurité énergétique avec les Russes en disant « nous allons les évincer des marchés », qu'est-il arrivé aux Saoudiens? Ils ont capitulé parce que la Russie fait cela mieux. La Russie produit du pétrole à moindre coût que n'importe qui d'autre dans le monde. Quand nous extrayons du pétrole ici, vous savez, le meilleur que nous puissions obtenir au Texas, quoi, 36 $ le baril pour le coût d'extraction? Quand le pétrole est à 60 $ le baril, vous faites 24 $ de profit. Pas assez. La Russie l'extrait du sol pour 11 ou 12 $ le baril, et quand le pétrole est à 60 $, cela signifie qu'il réalise un bénéfice de plus de 40 $ par baril. C'est plus de profit que nous n'en faisons. Donc ils n'ont pas besoin de vendre autant de pétrole que nous pour faire autant de bénéfices. Et maintenant, à cause de ce que nous avons fait avec les sanctions, les prix du pétrole augmentent, ce qui signifie que les Russes doivent vendre moins de barils pour gagner la même somme d'argent. Les gens qui encouragent les sanctions contre l'énergie russe sont les plus stupides du monde. On ne veut pas s'en prendre à la plus grande station-service du monde quand on conduit un Humvee à court d'essence sur une autoroute au milieu de nulle part. Et c'est exactement là où se trouve l'Occident en ce moment.
Eh bien, même si je suis un vrai vieux bonhomme, j'ai beaucoup appris de personnes encore plus âgées, d'un an ou deux seulement. Et l'un d'eux était Steve Cohen, un soviétologue remarquable. Un autre est Jack Matlock, 10 ans de plus que moi, mais toujours bien vivant. Alors, en ce qui concerne Steve Cohen, quand je retournais en Russie après ne pas y être allé depuis 1972, oui, 1972, pas 1862, d'accord? Il m'a dit, « Écoute Ray, il y a un type qui va à la même conférence que toi, et il s'appelle Jill Doctorow. Je veux que tu le rencontres, car c'est l'un des meilleurs. Docteur en philosophie de Columbia. » Il a travaillé dans le monde des affaires en Russie pendant 30 ans. Tu veux le rencontrer, et tu veux apprendre de lui, tout comme tu as appris de moi. Wow! Eh bien, nous avons appris à bien nous connaître lors de cette conférence, et je suis resté en contact avec lui depuis. Mon point de vue, c'est que les gens sortent parfois du cadre plus qu'ils ne le voulaient vraiment. Mais tu sais, penser en dehors du cadre est une bonne idée. Et ce que je suggère ici, c'est que ce que Gilles a dit, c'est que Poutine ressent beaucoup de pression de la part de gens qui disent « Mon Dieu, termine cette fichue affaire. Tu as tous les moyens. Fais-le. » Bon, maintenant, y a-t-il des preuves de cela? Eh bien, Gilles cite ces personnes très importantes et influentes dans les émissions de débat. Mais aussi, quelle est la logique de tout cela? Il y a 8 jours, j'ai mentionné que Poutine avait jugé nécessaire de mettre en scène son apparition en tenue de combat à ce poste de commandement pour se rassurer que les Ukrainiens avaient été encerclés, 10 500 d'entre eux, et que nous avions ce Burevestnik qui ne s'arrête jamais. C'était gênant, c'était du théâtre. Alors, était-ce parce qu'il estimait nécessaire à ce moment précis de rassurer les gens à Moscou sur le fait qu'il s'en occupait et que, comme il l'a dit explicitement, il faisait du sauvetage des soldats russes sa priorité et avançait lentement? Eh bien, je ne sais pas. Mais à mon avis, il est raisonnable de penser que, oui, bien sûr, il ressent la pression de ne pas aller assez vite. Peut-être que cela explique des choses comme le Burevestnik et le Poséidon qu'il a tous deux présentés très publiquement en l'espace de quelques jours. Peut-être pour apaiser ceux qui disent « Écoutez, pour l'amour de Dieu, ne me dérangez pas. Regardez ce que nous avons ici. » Donc vous voyez, je voulais simplement dire que selon moi, il faut laisser 100 fleurs s'épanouir. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Et nous nous sommes tous déjà trompés, en tout cas moi je me suis déjà beaucoup trompé, sur des sujets très importants. Mais je pense que des personnes comme Gil encouragent une forme de réflexion originale, hors des sentiers battus, qui est saine, et je m'en réjouis. Quant à ses qualifications, eh bien il possède une expérience unique dans le domaine de la langue et de la culture, et il a passé la majeure partie de sa vie à travailler en Russie ou en Europe, en gérant des comptes russes pour de grandes entreprises.